Hello, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi à midi, je vous retrouve en direct sur Facebook pour 20 minutes et pour traiter un sujet en particulier. Et aujourd'hui, j'ai choisi de prendre une thématique que vous avez proposée, enfin parmi celles que vous avez proposées lors de mon sondage du... J'ai choisi le thème de... Je vais vous lire ce qu'elle a mis, ça sera plus simple. Euh, Thème totalement décalé, donc je cite, hein, les écueils à éviter et les choses à faire pour développer une activité libérale qui a du sens pour soi, qui s'adapte à la demande et aux besoins du secteur et qui permet d'envisager la pérennité de l'exercice. Elle ajoute question très subjective, mais sans doute riche d'enseignements. Alors, moi, j'avais envie de répondre à cette question aujourd'hui, ce qui n'empêche pas que les autres vendredis, je réponde aux nombreuses autres suggestions de thématiques que vous avez proposées. Donc, continuez à en proposer, hein, parce que j'aime bien piocher dans les vôtres, ça me permet de me décaler de ce que j'aimerais parler et vraiment répondre à ce que vous voulez. Donc, mettez en commentaire si vous avez des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et puis, on va commencer. Hein. C'est tout ce que je vais dire, ça reste que mon avis. Évidemment qu'il n'y a aucune étude qui va appuyer ce que je vais dire. C'est uniquement mon expérience, mon ressenti et la façon dont j'ai vécu les choses. Donc après, voilà, ça sera adapté à vous. Avec le recul sur l'activité libérale, il y a plusieurs choses indispensables, je pense. Notamment celle de savoir avec quelle population on veut travailler. Je pense qu'on ne peut pas travailler avec toutes les populations, que ce soit en termes d'âge, en termes de troubles, de difficultés, de handicap. Les psychologues qui vont travailler de 0 à 90 ans, entre guillemets, pour moi, c'est pas quelque chose de, disons, de fiable. Pour ma part, quand j'ai commencé, je recevais surtout des enfants, même si j'avais vraiment en tête de vouloir travailler avec l'adulte, mais je m'étais pliée à ce que j'avais pu entendre qui était sur que en libéral, travailler avec les adultes, ça marche pas forcément. Donc du coup, je m'étais orientée vers l'enfant, l'ado, à partir de 7 ans jusqu'à 13, 14, 15, 16. Voilà. Et comme je pouvais m'y attendre, j'ai pas vraiment apprécié travailler avec ce type de population. Et en une année, je me suis dit, non, faut soit j'arrête le libéral parce que ça ne me convient pas du tout, je suis pas à l'aise, ou alors j'oriente mon activité vers les adultes. Donc c'est la deuxième solution que j'ai choisie, vous le savez maintenant. Mais ça n'empêche pas de restructurer encore à l'intérieur de la tranche d'âge de population avec qui on veut bosser. C'est-à-dire que parmi les adultes, eh bien, je ne vais pas recevoir et je vais réorienter toutes les demandes qui concernent par exemple les suivis type TCC, les suivis pour dépression, pour anxiété, les problématiques en lien avec les phobies, etc. Tous ces suivis TCC-là, je ne les prends pas. Alors déjà parce que j'ai pas une vraie formation en TCC, j'ai pas un diplôme de 2 ou 3 ans en TCC, donc du coup moi je me sens pas légitime sans ça. J'ai un DU, un diplôme universitaire TCC et addiction. Donc voilà, j'ai cette casquette-là, mais je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas envie de faire de la prise en charge. Donc ça, je pense, alors Amandine et les autres, hein, que c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. J'adore ma formation en addiction et TCC, je l'utilise pour ma clinique des bilans au quotidien, mais j'ai pas envie de faire de thérapie des addictions. Alors j'en ai fait un peu, notamment au début, juste après le DU, parce que j'étais dans le move, mais c'est pas ce que je veux faire. Et du coup, j'ai arrêté. Donc voilà, il y a la population en termes d'âge, mais aussi qu'est-ce qu'on va, entre guillemets, prendre comme problématique ou comme questionnement des personnes. De la même manière, le couple, ce qui va être ce que Sébastien fait. Oula, j'ai perdu le mot. Pour les accompagnements pour les parents qui ont un enfant avec un TDAH. Si vous me retrouvez le mot, vous pouvez le mettre en commentaire, s'il vous plaît. Ça, je ne le fais pas non plus parce que j'en ai pas envie. Par contre, je réoriente et j'ai la chance d'avoir des collègues qui ont été formés par Sébastien dans le secteur. Qu'est-ce que je ne fais pas non plus? C'est ça en fait. Il faudrait essayer, Amandine et tous les autres qui se questionnent sur le libéral, que ce soit une activité nouvelle ou que ce soit pour relancer une activité ou l'améliorer. Faites la liste du type de choses que vous ne voulez pas.
Moi, par exemple, je ne veux pas non plus donc avoir des populations type enfants, moins de 16 ans. Je ne veux pas faire tout ce qui va être du suivi, tout ce qui va être de la thérapie, de soutien. Merci, la honte. Merci Sébastien. Guidance parentale, c'est bien le mot que je cherchais. Je ne veux pas non plus faire de la guidance parentale. Pardon. Je ne veux pas non plus faire d'équipe éducative. Bon, ça rentre dans le cadre du fait que je ne veux pas faire des bilans pour les enfants. Voilà, donc faites la liste de ce que vous ne voulez pas faire et ensuite faites la liste de ce que vous voulez faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était bosser avec des adultes en libéral. Donc en général, en libéral, on a très peu les questions de déficience intellectuelle modérée, voire plus importante. Et on peut avoir des personnes avec déficience intellectuelle légère. Mais en général, c'est sans déficience du tout. Donc moi, ça m'allait bien parce que ça répond en fait à ma formation. Donc faites ce lien-là. Une fois que vous savez ce que vous voulez pas faire de ce que vous voulez faire, faites le lien. Pour ma part, j'ai un master psycho-neuropsycho, celui de Chambéry, plus un DU addiction et TCC. Dans mon diplôme psycho-neuropsycho, je sais que j'ai des bases en TCC, parce que j'ai eu des cours avec Martine Bouvard. Dans le DU TCC Addicto, j'ai encore des bases en TCC, mais je dis pas que je suis spécialiste de la TCC, attention. Hein. Mais j'ai quand même des bases sur l'analyse fonctionnelle notamment et l'entretien motivationnel et la dicto, donc ça ce sont mes compétences, et faire le lien avec la population et le type de problématique que vous voulez recevoir. Là, je me suis inscrite à une formation entretien motivationnel, donc je pourrais rajouter ça à mes compétences. J'avais fait aussi une formation Montessori adaptée aux personnes âgées, donc là je sais que j'ai cette qualité-là si j'ai des personnes adultes plus âgées qui viennent me rencontrer. J'ai fait des formations complémentaires sur évaluation et prise en charge du syndrome de Tourette et d'éthique. Donc bim, ça se rajoute. Voilà, faites la liste aussi de vos compétences pour faire le lien avec la population que vous voulez recevoir. C'est-à-dire que chez l'adulte, par exemple, moi je ne vais pas recevoir des personnes qui se questionnent sur l'impact d'un traumatisme crânien, qui se questionnent sur l'impact d'un AVC. Vous voyez, tous les troubles acquis de l'adulte, je ne fais pas, je réoriente. Et même si, parce qu'on va parler dessous, parce que en libéral c'est une question qui est centrale, personnellement j'ai pas vraiment de problème à parler dessous, donc je vais vous dire ce que je pense à ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser des questions sur les sous si c'est des questions que vous avez. Même si un bilan complémentaire, supplémentaire de personnes avec des troubles acquis pour faire le point sur leur fonctionnement cognitif pourrait m'apporter des bilans et donc complémentaires, je ne vais pas le prendre. D'accord ? Parce que c'est très clair pour moi. Je me suis un petit peu mis dans des cases, si on veut, sur les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Et je me cantonne, je me structure, je me focalise là-dessus. Parce que ça veut dire aussi que ces personnes adultes avec suspicion de troubles du neurodéveloppement et ou de troubles psychiatriques, donc c'est ma population, disons, de prédilection, ça veut dire que très régulièrement, et quand je dis très régulièrement, c'est plusieurs fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours, il faut que je m'informe, il faut que j'aille me former en lisant des bouquins, en lisant des articles, en participant à des formations, pour augmenter mes compétences sur la population que j'ai choisie, avec qui j'ai choisi de bosser. D'accord ? Et si je bossais aussi avec des adultes avec des troubles acquis, ça me demanderait encore plus de temps pour ma formation continue à ce sujet-là. Donc pour moi, personnellement, je trouve que c'est trop. Donc vous avez aussi cette question-là de vos limites. Qu'est-ce que vous êtes prêt à engager comme effort ? Parce que quand on est en libéral, il n'y a pas que le temps avec le patient et le temps de rédaction. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout le temps avec le patient, de préparation du bilan, de cotation, de rédaction, de réflexion. On réfléchit. C'est aussi le temps d'échanger avec les interviews cliniques avec toutes les personnes qui entourent le patient, la personne patient. C'est aussi la supervision. C'est le temps que vous passez à lire des bouquins. Alors même si ce n'est pas pour un patient spécifique, vous n'allez pas inhiber des connaissances parce que ce n'est pas la question du patient. Enfin, donc tout ça, toutes les formations que vous faites, elles vont vous servir en tout temps. Sûrement que j'oublie des choses. Mais alors, oui, si les participations au congrès, pareil, ça fait partie
des choses que vous allez apprendre, engranger pour être beaucoup plus performant dans votre travail avec le patient. Et tout ça, tout ce que je viens de dire, remettez la vidéo en replay, retournez en arrière si vous en avez besoin, mais tout ça, faites-en la liste et ça doit être pris en compte quand on va structurer notre temps de travail, notre façon de bosser avec les gens. C'est-à-dire que si vous mettez 2 bilans par jour, tous les jours, quand est-ce que vous de vous former sur la nuit, sur le repas du midi, chacun fait comme il veut, évidemment. Mais il faut être d'accord avec ça. Voilà, c'est votre problème, j'ai envie de dire. Par contre, si on revient à la question des sous, ça doit être compris dans le prix du bilan. Eh bien oui, puisque vous êtes en libéral. Si vous êtes en salarié, vous avez le temps FIR. Alors, je me connais beaucoup moins en salarié, hein, vous me corrigez si je dis des conneries, mais en tout cas, en France, vous avez le temps FIR. Quand c'est possible, je sais que c'est hyper compliqué malheureusement au vu de ce que me racontent les collègues, quand c'est possible, vous avez des financements de l'hôpital ou du service dans lequel vous bossez pour aller vous former. D'accord ? En libéral, non. Vous avez peut-être un financement de la FIFPL à hauteur de quelques centaines d'euros, mais ça s'arrête là, je suis en train de réfléchir à ma connaissance, quoi. Donc ça doit être compris dans vos tarifs parce que l'action de vous former, l'action d'augmenter vos connaissances, vous le prenez en compte, enfin ça vous sert à faire des bilans de qualité toujours plus importantes. D'accord ? Donc on a parlé du fait de se former, de savoir avec qui on voulait bosser, de faire le lien entre nos compétences à nous, les formations qu'on a suivies et le type de personne. Et je vous ai dit que c'est pour ça, moi je ne recevais pas de personnes avec des troubles acquis. De la même manière, les questions sur l'épilepsie, séquelles d'épilepsie, déjà, moi, mon point de vue, c'est que ça devrait être fait à l'hôpital. Alors après, je sais qu'il y a des difficultés au niveau du temps avant de recevoir les gens à l'hôpital, il y a des listes d'attente, mais je ne prends pas ces demandes-là non plus. Les questions sur le vieillissement, des pathologies neurodégénératives, je ne prends pas non plus. Ok, j'en ai pris une l'année dernière, parce que j'ai une formation sur le vieillissement et que c'est une collègue très proche médecin qui m'a envoyé un patient. Voilà, c'est la seule fois où j'ai pris une personne en ce sens-là. Exceptionnel. Voilà. Donc structurez ça, notez-le, faites des fiches et faites ces liens-là. Ensuite, je pense, pour revenir vraiment au cœur de la pratique, il faut voir comment est-ce que vous voulez bosser. Par exemple, pour ma part, je fais 2 ou 3 bilans, grand max, par semaine. Et quand je dis bilan, ce n'est même pas des bilans complets, c'est-à-dire que je vois 2 à 3 personnes différentes par semaine, mais c'est pour faire un bout de bilan, c'est-à-dire que je vais l'avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon ses capacités, sa fatigabilité, ses capacités à rester concentré, etc. Et les miennes, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Je prends que un patient par jour, parce qu'au bout de 2-3 heures d'entretien, je tiens bien, mais après l'entretien, quand c'est fini, il faut m'oublier, quoi. Il ne faut pas me parler, il ne faut pas me demander quoi que ce soit au niveau neuropsy. C'est pas la peine, je suis plus capable cognitivement de réembrayer sur un autre entretien. Et ça, il faut que vous le sachiez. De la même manière, le matin, je prends 2 consultations maximum. Donc moi, j'aime pas travailler tôt. Donc je commence à 10h et je finis à midi et je vois 2 patients. Donc ça, du coup, ma secrétaire, je lui ai dit, jamais avant 10h, c'est même pas la peine. Et je fais ces 2 consultes. Je pourrais faire 4 consultes, faire 10h, 14h. Au niveau de l'alimentation, ça ne me gêne pas sur des consultes. Mais mon problème, c'est que si je vois plus de 2 patients, eh ben, je confonds les gens. Je confonds ce qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire que je vais attribuer des arguments, des choses de l'entretien clinique, ce que quelqu'un m'a dit à une autre personne. Donc je me mélange tout, c'est le fouillis complet, même si je prends des notes. Dans ma tête, c'est mélangé. Donc au 4e patient, je ne sais plus où j'en suis. Ok, j'ai envie de dire, c'est pas grave si je m'amuse pas à recevoir 3 ou 4 ou plus de patients d'affilée. Donc j'en reçois que 2, mais dans ma tête, c'est tout à fait clair. Pour les patients que je reçois en bilan, donc c'est 2 ou 3 patients par semaine. Donc en général, c'est le jeudi où je bloque un créneau, je bloque 3 heures.
Après, on prend le temps qu'il faut, ça peut être moins, ça peut être 3 heures, et on fait le bilan. Voilà. Et je le reçois plusieurs semaines de suite en fonction du temps dont j'ai besoin sur ces créneaux-là. Mais c'est tout. Voilà. Alors, attention, c'est que si vous voulez vous mettre en libéral, faut pas calquer ce que je vous raconte à votre projet. Puisque, en plus de mon activité clinique, d'accord, donc de ce diagnostic neuropsy, troubles neurodéveloppementaux, je donne aussi des formations en présentiel et vous savez que j'ai la plateforme Genepsilab. Ok. Donc, j'ai pas que ça comme revenu. Donc, il faut voir aussi, vous, comment ça se passe au niveau de vos revenus. Est-ce que vous gardez une activité salariée par ailleurs? Est-ce que vous avez d'autres revenus de d'autres choses? J'en sais rien. Peut-être que vous êtes rentier ou que vous louez des appartements, j'en sais rien. Mais ça doit être pris en compte. Ok. Si j'avais besoin, si j'avais pas le Genepsilab, si j'étais pas formatrice, etc., probablement que j'aurais besoin de travailler. Je vais dire un truc que j'ai pas envie de dire, mais bon, c'est ça quoi. Je devrais travailler plus pour gagner plus, parce que ça ne me suffirait pas. Ok. Donc, ça me fait venir à le tarif de vos bilans. Là, je vais donner un avis très personnel, d'accord, qui n'est pas forcément partagé par tous, je le sais, mais moi, ça me rend folle de voir des psychologues, des neuropsychologues faire facturer des bilans à 200, 250, 300 euros. Vu tout le travail qu'il y a, donc déjà le niveau d'études, vu toutes les formations complémentaires, toutes les lectures complémentaires, tout le temps de rédaction, de réflexion, le coût de la supervision, moi je ne comprends pas. J'ai encore eu hier une personne en supervision, d'ailleurs c'était une très belle rencontre et je suis super contente d'avoir fait cette rencontre, qui m'expliquait qu'elle facturait ses bilans à 350 euros. Elle m'a expliqué le contenu de ses bilans et j'ai pu découvrir l'énergie et le professionnalisme qu'elle mettait dans ses bilans. Je lui ai dit, enfin vous me connaissez un petit peu maintenant, je suis assez cash, je lui ai fait mais comment tu fais? C'est pas ta vie, là je te vois, tu me parles et tu me le dis, t'es complètement épuisé, t'es explosé à la ramasse complet. Enfin, moi ça me tue de voir comment certains neuropsy perdent en qualité de vie pour répondre à une demande. J'en viens à dire qu'on n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors pour ma part, il y a des gens qui auraient besoin ou qui ont besoin d'un diagnostic, enfin d'un repérage de l'autisme, qui pourraient venir me voir, mais je ne suis pas la bonne personne pour eux. Et je pense qu'il faut arriver là, sur ce processus de réflexion et de se dire, ok, et c'est pas grave. On n'a pas à recevoir toutes les personnes qui ont ce besoin-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Peut-être que ma pensée dans ma tête c'est clair, mais je ne sais pas si ce que je retransmets est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et on ne peut pas accueillir tout le monde sous prétexte qu'on est psychologue ou qu'on a telle ou telle compétence. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si je suis claire ou si vous me trouvez à côté de la plaque, c'est possible aussi. Hein. Dites-moi, vous pouvez me dire si vous n'êtes complètement pas d'accord. Mais je pense qu'on ne peut pas accueillir ou bilanter tous les patients qui sont en demande. C'est la raison pour laquelle, avant chaque bilan, je fais 1 heure d'entretien clinique avec la personne sur un entretien ouvert, complètement ouvert, avec cette fameuse question qu'est-ce qui vous amène? Ce qui me permet de bien comprendre la demande et, alors, le thème n'est pas forcément adapté, mais de comprendre la vraie demande, entre guillemets, c'est-à-dire la demande qui n'est pas dite de prime abord, mais qu'en écoutant la personne, on commence à mieux comprendre le pourquoi elle aimerait un bilan, et surtout à l'adulte, pourquoi maintenant, pourquoi un bilan alors que vous êtes adulte et que vous fonctionnez d'une certaine façon depuis longtemps, qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le pas de vouloir faire un bilan avec moi aujourd'hui. Ok, donc pour moi cet entretien clinique initial avant le bilan est hyper important parce que c'est aussi le moment donc, où on va bien comprendre la demande. Et je vous rappelle que sans une compréhension précise et fine de la demande, je pense que, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne suis pas capable de poser des hypothèses qui me permettront d'envisager le bilan. Et à la fin de cet entretien clinique initial, c'est aussi le moment où on va parler avec le patient du bilan, mais aussi de, si notre avis est positif, comment va se dérouler le bilan. Je pense que c'est un moment hyper important où moi, je vais présenter mon contrat que le patient signe, un contrat entre le patient et moi.
J'aurais encore plein de choses à dire sur l'installation ou l'évolution de la pratique en libéral, mais je vois que l'heure tourne. Alors, n'hésitez pas à me mettre des questions ou des commentaires ou des remarques. Je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, reprendre des vidéos, par exemple vendredi prochain, sur la suite de ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a des moments où je pense que j'ai pas été peut-être super claire de l'extérieur. Dans ma tête, c'était clair, mais c'est souvent ce qui arrive. Seb, merci hein, pour ton coup de main. Je savais pas que tu étais là, je me suis bien pris la honte. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez parler de ça. Moi, en tout cas, ça m'intéresse énormément. Je vois qu'il y a des commentaires. Et ben, par exemple, je vais prendre celui de Fleur, là, qui m'arrive tout de suite. C'est effectivement mieux de ne pas commencer que de rejeter les gens qui font la démarche très difficile à venir. Ouais, ben moi, Fleur, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Au moins sur cet entretien initial d'1 heure, eh bien, on pose les trucs, quoi. On fait carte sur table. La personne, je comprends pourquoi elle vient, je reformule, et si j'ai bien formulé, elle me le dit, sinon on en rediscute. Et puis ensuite, c'est à mon tour de parler où je lui dis, bah, pour moi, le bilan, il est recommandé ou pas, et j'argumente, d'accord. Et s'il est recommandé, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Et il y a plusieurs fois, je vous l'assure, où j'ai dit aux personnes, oui, le bilan est recommandé, mais moi, je ne suis pas en capacité, en termes de compétences, de le faire. Alors, ça peut être en termes de compétences parce que bah, j'ai pas telle ou telle compétence, par exemple sur les troubles acquis, voilà, de le faire. Mais ça peut être aussi au niveau bah, de ce que j'ai parlé tout à l'heure, de mes limites. Il y a des personnes aussi où ça passe pas bien et j'ai juste pas envie de bosser avec elles. Et bah, je le dis pas comme ça, mais je vais le formuler parce que je ne veux pas être ensuite en difficulté dans la relation avec la personne, parce que déjà c'est super chiant d'être en difficulté dans une interaction sociale. Moi, ça, j'aime pas, voilà, ça me saoule, ça me prend la tête. Et en plus, bah, du coup, ça va impacter mon interprétation, évidemment. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je tenais à remercier, alors j'ai zappé les prénoms, je suis désolée, à moi les prénoms, c'est pas du tout mon truc. Le cabinet Orthomagie qui m'a fait un témoignage sur Facebook. Alors il n'y a pas de souci, t'inquiète pas pour la vidéo que tu as faite, vu qu'elle est très courte et qu'il y a vraiment, voilà, no soucis, merci. Vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir fait ça. C'est un témoignage qui me touche beaucoup. Et ce genre de témoignage et tous les autres qu'on reçoit avec Sébastien et l'équipe de formateurs, ça nous motive vraiment pour continuer le Genepsi Lab. J'ai parlé avec Gérald, enfin c'est surtout Gérald qui m'a parlé hier, parce que vous savez on a un planning pour planifier les différentes vidéos qui vont sortir sur le Genepsi Lab, et Gérald m'a suggéré de sortir ces vidéos à lui, donc sur la déficience intellectuelle, plutôt par bloc de compétences. Donc DI et vieillissement, DI et différentiel, DI accompagnement, plutôt par bloc plutôt que autant parsemé que c'était prévu. Donc évidemment, vu que c'est un expert, je le suis et il est en train de tourner des vidéos, j'espère, sur l'ADI et le vieillissement et sur le différentiel. Et donc on mettra plutôt par bloc et plutôt par un bloc par mois, donc le bloc vieillissement, le bloc différentiel, etc., que parsemé sur plusieurs semaines. Ça lui semblait beaucoup plus logique et bah, moi je le suis là-dedans parce que j'ai absolument pas la science infuse et je me base aussi beaucoup et je leur demande à tous les formateurs beaucoup leur avis pour voir quelle trajectoire et quelle décision on prend. Ok, allez, cette fois je vous laisse vraiment passer un très bon week-end. À très bientôt.